Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Déballage, l'émission qui décode sans filtre l'actualité politique nationale. Et là, les choses se précisent du côté des élections législatives de 2026. Les partis ont enfin dévoilé leur liste et quelle surprise, de grosses pointures absentes, des fidèles recalés, de nouveaux visages promus et au cœur de tout cela, une interrogation majeure. Que s'est-il réellement passé? Volonté de passer la main? Rétractation stratégique ou alors retraite forcée? Dans plusieurs circonscriptions électorales, les positionnements ont provoqué analyse, étonnement et parfois même indignation. Et pour comprendre les dessous, les équilibres internes et les rapports de force dans la mouvance présidentielle et au-delà, nous recevons pour vous deux invités habitués à ce plateau. Edouard Adodé, il est journaliste et promoteur du journal Le Grand Regard ici à Parakou. David Kaba, il est journaliste, analyste politique. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, ça fait plusieurs numéros déjà animés sur Déballage avec vous et je ne sais pas si vous avez le temps de parcourir les commentaires. Quels sont vos avis, Edouard Adodé? Vraiment, je crois qu'il faut remercier les internautes parce que je vois qu'il y a assez d'engouement autour de l'émission. C'est que pour que nous ne racontons pas de n'importe quoi ici, de tout ce que nous disons, il y a des choses qui intéressent. Et c'est vraiment à leur hâtif, je tiens à leur dire merci beaucoup. Quand même, à des moments donnés, il y a des commentaires qui, bon, c'est de bonne guerre, c'est pour nous permettre à mieux faire, à nous améliorer parce que nous sommes des humains, nous pouvons commettre des erreurs et grâce à leurs différentes réactions, nous pouvons nous réajuster. Et je les encourage, ce n'est pas facile. Merci à tous nos internautes, à tous ces internautes qui nous suivent. Alors, David Kaba, avec sa barbe, ne rate pas le commentaire des internautes. Alors, est-ce qu'il vous arrive de parcourir les commentaires et Bien souvent, pas souci d'évaluer mes performances lors de mes débats, quels sont les arguments qui ont été mal placés, etc. Et tout ça, c'est justement pour les internautes, pour leur offrir le meilleur de nos analyses au cours de ces plateaux-là. Et moi, je n'ai rien contre ceux-là qui vont jusqu'aux injures, les plus choquants. Et ce que je voudrais que les gens sachent, c'est que on invite deux personnes sur un plateau, c'est pour équilibrer le débat, c'est pour que les personnes entrechoquent les idées et que la lumière puisse jaillir au profit donc de ceux-là qui vont poser des pas, soit en politique, soit en tout cas sur les enjeux de développement. Oui. Et c'est à cœur joie que nous faisons ici. Et tout ce qu'on peut dire, c'est d'abord de remercier Dabarou, qui quand même a pris cette initiative-là et qui met sous orbite quand même le Grand Nord. Nous manquons de ces plateaux-là et nos populations ont besoin d'être éclairées. C'est l'exercice à quel nous nous consacrons et tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que Dieu aide Dabarou, lui donne davantage de moyens pour pouvoir démultiplier ces différentes années. Par exemple, qu'il en ait à Manville, qu'il en ait un peu partout. Moi, c'est ma prière afin que tout le Nord soit vraiment couvert et soit au courant des enjeux politiques et de développement, ce à quoi vous travaillez. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler des élections législatives. Les listes ont été dévoilées et plusieurs ténors ont disparu des listes dans les différentes circonscriptions électorales. À titre d'exemple, Charles Tokor, Rachidik Badamassi, Samoa Dambi, Malik Gobina, Sinagounou, Arifari Bako, Lazare Serhueto, Issa Salifou, plus encore, il y a beaucoup d'autres qui ne sont plus dans la course. Selon vous, qu'est-ce qui explique ces absences, Edouard Adodé? Merci beaucoup, Barnaba Soloukouma. C'est comme vous aussi, j'ai été surpris de voir l'absence de certains noms qui sont déjà les abonnés fidèles. Même si certains ne sont pas les abonnés fidèles, ils sont des figures phares. Parce que quand je prends Charles Tokor, il n'est pas un abonné fidèle, mais bon, il vient à peine d'amorcer. Oui, il vient de faire un premier mandat. Donc, on aurait rêvé de le voir dans un second mandat, surtout que c'est un mandat beaucoup plus long que le premier. J'aurais voulu, ou j'aurais aimé le voir parmi les candidats, mais le parti a décidé autrement, ou ils ont décidé autrement, puisque avant que les listes soient officielles, on nous a exhibé à la place publique que ce serait un retrait
volontaire. Quand même moi, je ne vois pas des éléments qui motivent ou qui justifient cette volonté qui serait derrière ce retrait-là. Je reviendrai sur mes éléments ou ce qui me pousse à le dire. Permettez-moi, avant d'aller sur ces cas spécifiques, faire une appréciation globale des listes. Je suis déçu par rapport à la composition des listes. Je n'ai pas encore vu la liste des démocrates, mais pour les 3 listes que j'ai eu à feuilleter pendant quelques jours, je suis déçu parce que la jeunesse n'est pas promue comme cela se doit. Je me suis amusé pour calculer un peu le taux de jeunesse dans les différentes listes. Ça tourne autour de 11%. 11%. Ceux qui ont moins de 40 ans, ceux qui ont au plus 40 ans, c'est autour de 5% pour les 3 listes confondues. De 41 à 59, c'est autour de 63% sur les listes. Et de 60 et plus, on a autour de 22-23%. Je crois que c'est des chiffres pour moi qui ne sont pas reluisants. Je parle des titulaires, je ne parle pas des suppléants. Les jeunes titulaires sur les listes, pas les tranches d'âge que j'ai fait mes calculs, c'est ce que j'ai retrouvé. Et pour moi, mais la jeunesse, est-ce que la jeunesse n'est pas exploitée? Mais quand je regarde un peu certains positionnements, je vois des jeunes qui sont positionnés comme au poste de suppléants. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aura des démissions après les élections pour laisser la place à il y a des indices aussi pour montrer que peut-être on aura des démissions, puisqu'il y a certains devant certains noms devant lesquels on a vu députés, sénateurs. Bon, on n'a pas encore de Sénat, mais je n'ai pas compris. C'est encore qu'il y a des gens qui sont déjà qui ont déjà la certitude d'être nommés sénateurs. Parce que j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai remarqué ça, député, sénateur, je n'ai pas compris. Bon, je me suis dit qu'il y a certainement ceux-là qui doivent céder la place. Et même quand vous allez dans la 23e, je crois, circonscription électorale où Djabounou est positionné, je crois, la 23e circonscription électorale, c'est un jeune qui est son suppléant. Et on est tous d'accord que c'est pas évident qu'il siège. Parce que c'est possible. L'Assemblée nationale. Non, c'est un sénateur d'office. C'est un sénateur d'office. Il est un membre. Là encore, il est membre de droit. Il y a une disposition dans la loi qui dit il faut avoir exécuté la moitié. Il a fait la moitié. C'est son remplaçant qui n'a pas fait la moitié. Son a fait 1 an par la commune. Il a fait au-delà de la moitié de son mandat. Donc, il est un sénateur de droit. Donc, je pense que c'est... Est-ce que devant son nom, c'est mis... Non, c'est avocat. On a mis avocat. Donc, ceux-là qui sont des sénateurs de droit, qui sont sur la liste, ils ont mis leur fonction dans la vie séculaire, pas des fonctions politiques. Donc, je crois que ces détails peut-être peuvent changer la donne après les élections. Mais globalement, je suis déçu par rapport au positionnement des jeunes sur la liste. Quant à ce qui concerne l'absence de certaines figures sur la liste, je crois qu'il y a 2 facteurs qui peuvent expliquer la situation. Le premier facteur, c'est les résultats de 2023, des élections de 2023. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains sur qui les partis comptaient en 2023, mais qui n'ont pas fait le résultat, dont les résultats ne sont pas reluisants. Quand il prend la 8e, où le Bloc républicain a pris le risque d'allier 3 figures de proue, notamment Charles Toko, qui était le suppléant du ministre Adambi, tête de liste, Brahma qui était 2e sur la liste, et à la fin, c'est un seul poste, c'est un seul siège qui a été levé. C'est une contre-performance qui ne dit pas son nom. Avec cette contre-performance, ce ne serait pas bien pour le parti de reconduire encore les mêmes personnes. C'est pourquoi il dit, quand on parle de retrait volontaire, je ne vois pas les éléments qui justifient cette volonté-là, puisque nous voyons beaucoup plus qu'il y a de sanctions dans ce sens-là. Ça, c'est le premier facteur. Ça dit, à partir des élections législatives de 2023, les partis ont tiré des conclusions, ont tiré des leçons. Est-ce qu'il faut reconduire les mêmes personnes? Or, les résultats sont là, les résultats ne sont pas reluisants. Donc, ça, c'est le premier facteur à mon niveau. Le second facteur qui justifie, est-ce que la prise de position de certaines personnalités n'ont pas joué contre leur positionnement? Quand je prends un certain Issa Salifou, qui, c'est-à-dire à l'aube de la crise entre le Bénin et le Niger, a pris une position contraire à celle de Patrice Talon. Et il s'est rendu même au Niger voir la junte pour des négociations qui n'entraient pas dans le champ
de la ligne éditoriale, si tu peux m'exprimer de la sorte, du pouvoir en place du gouvernement. Oui. Je pense que... Qu'il soutenait pour... Et il n'est pas le seul. Quand je prends certains qui ont une certaine proximité avec Olivier Bokor, je me suis dit, est-ce que cela n'a pas joué contre ces personnes-là? Ça, c'est le deuxième lot ou le second lot de facteurs que j'ai associé avec lesquels j'ai associé. Il y a aussi ceux qui ont participé à faire échec à la révision de la première constitution. Oui, parce que pour la première constitution en 2023, il y a eu certains députés de la mouvance qui n'ont pas voté pour. Donc, tout cela, comme Malik Gominan, qui n'a pas été pris en compte. Donc, je crois que globalement, cette absence ou ces absences que nous avons notées sur les listes, beaucoup plus stratégiques en fonction des résultats de 2023 et beaucoup plus sanctions également pour ceux qui ont eu des positions que les partis n'ont pas aimées. Donc, c'est l'occasion propice pour les sanctionner. Voilà. Alors, David Kaba, s'agit-il d'une volonté d'alternance ou d'un tri interne imposé par les appareils politiques? Je pense qu'il est question clairement ici d'alternance. Et je n'ai de cesse de le dire depuis ce plateau. J'ai insisté au dernier plateau pour dire la dynamique, c'est un renouvellement de la classe politique. Patrice Talon l'a dit, il n'est pas normal que des gens occupent des postes politiques tout le temps. Les barons politiques, les dinosaures, désormais sont out. C'est à ce titre-là que le Sénat avait été créé. Et puis je disais, le Sénat a envoyé en retraite politique un certain nombre de personnes, mais déjà, sur le positionnement des listes pour les communales, tant à l'UP et à BR, malheureusement, nous n'avons pas la liste, vous verrez, et le clou a été enfoncé au niveau des législatives. Contrairement aux statistiques que Edouard a eu à révéler ici, après ses calculs, moi je vois autrement la chose. Quand on cite les noms, quand on entend les noms que vous avez cités, on sait que l'écosystème politique a complètement changé. L'arène politique est un peu débarrassée de certaines personnes qui... Je prends l'exemple de Issa Salifou. Il n'a jamais manqué de siéger à l'Assemblée nationale depuis qu'il est élu. Ça fait 22 ans qu'il est député. Je ne sais pas s'il y a plus anciens que lui à l'Assemblée nationale. Alors, oui. Je ne crois pas. Oui. Alors, ça fait de lui donc le plus ancien élu de l'Assemblée nationale actuellement. L'un des plus anciens. De vous à moi, qu'est-ce qu'il a fait encore là? Encore que lui-même disait, lorsqu'il avait commencé à revisiter les bases, il a dit que c'est son dernier round. Et qu'après ça, il passe la main. Ils l'ont toujours dit, hein? Non. Ils l'ont toujours dit. Il a posé les pas. Il a posé les pas. Il a posé les pas. Il a posé les pas pour le prouver. Il a créé des vacances UPR où il a fait bouger Karim Maman, des jeunes de Karim Maman, les jeunes UPR de Karim Maman, Mananville, Kandi. Ensuite, il a fait avec Banikwara, Gogounou, Segmana. Ils ont fait Parakou, Boyko, Ouida, Cotonou, où ils ont fini par rencontrer non seulement le candidat, mais aussi la haute direction politique, avec qui ils ont eu quand même de petites séances sur des échanges. Pourquoi sur malgré le civisme, le militantisme, pourquoi malgré tout ça, il voulait encore empiler? Si il veut passer la main, il fait ses séances. Pourquoi il veut empiler encore? Il dit, c'était le dernier combat, alors il voulait sortir par la grande porte. Okay. Et il était en train de poser les pas pour. Si, entre-temps, il voit que certaines personnes ont été simplement ont accepté d'aller se reposer, il le fait avec eux. Il le fait avec eux. D'accord. Encore qu'il est le plus Alors, ancien. Au même moment, pour peut-être vous contredire, ou David, au même moment que d'autres vont à la retraite parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils ont fait un certain nombre, dans la quatrième circonscription, par exemple, on positionne un Nda, ancien maire, ancien député de 78 ans. Voilà. Un Ablaï Gounou qui a été repositionné. Il y a de ces gens-là qui sont repositionnés, qui sont pourtant qui ne sont pas à leur premier
mandat, à leur deuxième et à leur troisième, mais qui reviennent au même moment où on enlève des Charles Toko qui n'ont fait qu'un seul mandat, des Adambi qui n'ont même pas de mandat en tant que tel à l'Assemblée nationale. Oui. Il faut dire que dans le choix des candidats sur les différentes listes des partis de la mouvance, il y a la fidélité, la loyauté qui a primé. Ben, donc vous rejoignez, bien sûr, Edouard, alors, dans une certaine mesure. Ce n'est pas que le souci de renouvellement de la classe politique, oui, c'est aussi des sanctions par ailleurs. Vous savez, dans le souci du renouvellement, il n'y a que Patrice Talon a ses éléments fidèles. Je vous ai dit ici la dernière fois, nous sommes dans une transition. Et une transition, on ne balaie pas carrément l'ancienne classe pour amener seulement la nouvelle. Patrice Talon aura ces gens qu'il va placer. Romuald Wadaï a ces éléments qu'il veut placer. Et Herman Takou, DC de Wadaï. Et comment on l'appelle, Youssouf Issa, qui est à la, non seulement c'est lui qui a coordonné la CIPI au niveau de la Liborie, mais il est à la direction de la coopération. Vous voyez un peu? Alors, c'est ces éléments fidèles. Nous avons Labiou, qui a été ancien directeur du matériel et de la logistique. Premier questeur aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est pour prouver que, en fait, cette jeunesse, moi je pense, il y a une vague qui a été proposée par le candidat au présidentiel, Wadaï, mais il y a les éléments qui quand même ont aidé Patrice Talon à bouger. Oui, on voit Gérard Agbenonchi, on voit il y a les fidèles des fidèles qu'on ne peut pas remercier comme ça et qui sont dans la machine. Parce que il y a certainement à maintenir le cap jusqu'à ce que le moule soit bien posé et qu'on soit sûr que voilà, avant des objectifs. Moi je pense que c'est ça. Alors concrètement, comment vous analysez ces retraits? Est-ce que ces sanctions sont dues à ce que Edouard a évoqué tout à l'heure, d'autres leur proximité avec Boko Olivier, d'autres leur prise de position, leurs analyses par rapport à l'actualité politique durant ces 5 dernières années? Est-ce que vous confirmez que ça peut être des éléments qui ont favorisé le retrait de ces... Absolument. Quand je parlais tout à l'heure des fidèles et des déloyaux, c'est de cela qu'il s'agit. Quand on dit halte, on bosse jusqu'à ce que le top soit donné pour partir maintenant dans la course au présidentiel. Et que même l'opposition, je répète, le président de la République, Patrice Talon, même l'opposition n'a pas encore commencé ces différentes tractations-là. Et c'est au sein de la mouvance qui a donné le pas à suivre qu'il y a de ces comportements-là. C'est normal. Donc, sanctionne. C'est normal qu'on sanctionne. Au même titre que d'ailleurs à Dambi. C'est pour la même raison qu'il a été sanctionné. Et ensuite, il a été réhabilité dans ses fonctions. Et donc, moi je pense que pour ceux-là qui n'avaient pas subi des sanctions immédiates, on a attendu le bon moment pour leur dire merci pour l'aide, mais pour l'instant, il est temps de vous reposer. Moi, je pense que c'est simplement cela. Au-delà des absences, parlons des positionnements. Dans la première circonscription électorale, vous avez parlé tout à l'heure, dans la 4e, dans la 7e ou encore dans la 8e circonscription électorale, on observe de nouveaux rapports de force. Certains cadres montrent pendant que d'autres sont relégués au bas de l'échelle au niveau des listes. Qu'est-ce que cela révèle? On commence par la première circonscription électorale où Issa Salifou est out, mais on voit son fils de 30 ans, d'une trentaine d'années monter sur le baobab. Nous avons vu Arifari Bako qui a été également sauté, et ce qui a permis au maire de Malanville de monter. Nous allons à la 3e circonscription électorale, Banikwara, Seigbana, un Tamumbio Salako, maire de la commune de Banikwara, qui monte, pendant que Bio Sinagunu descend. On va au niveau de la 8e, nous avons
Badamassi, Charles Toko, Adambi, qui sont out, et ce qui permet au maire Inoussa Zimé Chabi de conduire la liste bien aux législatives communales. Nous avons également une certaine jeunesse comme Mahmoud Gueguis, qui est suppléant de Inoussa Zimé Chabi, etc. Ailleurs, on va dans la 7e circonscription électorale, on a Ayman Takou qui est positionné en tête de liste, on a d'autres qui sont positionnés tels que Sinadon et Elias. Voilà, la dame Jamilat qui est positionnée également là-bas. Et à Parakou, qui est une très belle surprise pour moi, Faridat est positionnée titulaire au niveau du poste réservé aux femmes. Faridat qui est une étudiante de Sefoman Dabarou, donc c'est une fierté pour moi de dire. Ah, vous parlez de Faridat Traoré? Oui, Traoré, qui a été positionné. Voilà, qu'est-ce que toutes ces analyses, tous ces positionnements, repositionnements vous inspirent comme analyse, Edouard Bébé? Ok, et merci beaucoup. Tout à l'heure, il me semble que David n'a pas compris les chiffres que j'ai révélés. Je ne parle pas les chiffres ne concernent pas les visages. Il y a de nouveaux visages dans la liste. Ça là, nous sommes tous en abondance. Il y a de nouveaux noms, il y a des gens qui ne sont pas habitués à cette compétition électorale qu'on a retrouvée dans la liste. Ça, il y a un progrès à ce niveau. Ça montre qu'il y a un souci de renouvellement effectif. Mais quand on prend la jeunesse en matière d'âge, c'est là le problème se pose. Et Banabassa a rappelé, par exemple, des noms au niveau de la Takora, où vous voyez au niveau de la Takora, carrément, vraiment, il y a un Jacques Niempabou qui revient. Lui aussi doit avoir la même éternité que Issa Salifou. Jacques Niempabou, il a été. C'est pour vous dire que le souci de renouvellement est resté en surface. Et d'ailleurs, j'ai déploré la même chose. La dernière fois, vous avez défendu que non, la Constitution est révisée pour que la jeunesse soit promue. Mais est-ce que vous avez vu que le verrou de la limitation des mandats a été sauté? Ça a été sauté. Aujourd'hui, les mandats sont renouvelables, point. Il n'y a plus de limitation. À quel niveau? Au niveau de tous les mandats, sauf le mandat présidentiel. Ok, d'accord. Que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau du Parlement. Au niveau des mairies, on n'en parle plus, c'était comme ça. Donc, vous voyez, le souci de renouvellement, il est resté beaucoup plus en surface. En surface, ce n'est pas aller en profondeur. Pour revenir sur les positionnements et les montées et les descentes, je crois qu'il y a des montées méritées. Oui. Il y a des montées qui sont très méritées, tandis qu'il y a des montées qui sont des montées très surprenantes. Vous l'avez souligné. Je prends par exemple la montée de deux maires, le maire Inoussa Chabi-Zimé et la montée du maire de Banikwara. Surtout Banikwara, je vois que c'est un élément, c'est un pion par rapport à sa fidélité au parti, il a des points. Et l'autre chose, c'est que c'est un politicien très proche des populations par rapport aux actions. C'est un prototype de Luc Atropo en matière de social. Il est très proche de la population avec des initiatives qui impactent la base. Avec ce genre de tête, vous ne pouvez on ne peut qu'assister à leur promotion et à leur montée dans la classe politique. Donc, c'est les montées qui sont justifiées. Quand je reviens à Parakou, je prends Inoussa Chabi-Zimé. Oui, c'est justifié parce que c'est un homme qui a réussi à garder une certaine neutralité par rapport aux guéguerres qui pourrissent il faut le dire. Il a gardé une neutralité. Ça là, j'ai beaucoup apprécié ce l'homme. Il n'est pas resté, il ne s'est pas emmêlé à ces guéguerres entre les trois ténors. Il a réussi à garder cette équidistance-là entre les trois ténors. Ce qui a fait que il est devenu d'office l'homme de confiance de pouvoir à Parakou et dans la 8e circonscription électorale. Donc, avec un élément comme celui-là, on est obligé de faire avec. Et quand vous descendez au sein de la population, les témoignages autour de l'homme, ce sont des témoignages qui encouragent ou qui montrent que il est sur une bonne trajectoire en matière de politique. Donc, mais quand je remonte dans la première circonscription électorale, là, c'est là où il y a beaucoup d'étonnement. Parce que quand pour le maire dans la Inoussa, je ne vois pas sa pointe politique.
nous sommes ici dans la 8e, mais nous avons un regard sur tout le Bénin. Je vais revenir dans la 23e circonscription électorale et la 16e, 17e circonscription, où il y a des positionnements aussi qui posent problème là-bas. Donc, quand je monte dans la première circonscription électorale avec le maire Inoussa Ndakwe, je suis resté un peu perplexe. Je me suis dit, qu'est-ce qui a milité en sa faveur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que on veut forcément renouveler, changer? On veut faire partie de Bako, puisque à un moment donné, Bako est devenu un peu silencieux sur certaines actualités politiques. Parce que depuis l'actualité de la révision de la Constitution, et même sur des questions diplomatiques, il a donné des opinions de techniciens qui parfois s'étaient confondus avec des opinions politiques. Bien sûr. Or, c'est dans un cadre beaucoup plus technique à tant que professeur d'université qu'il a opiné. Est-ce que c'est pas des choses? Et aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est un pion très très incontournable dans la première circonscription électorale, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Est-ce que c'est le maire et qu'il faut positionner? Pour l'interrogation, moi je suis posé question. Je prends le fils de Issa Salifou Saleh. Je ne connais pas son parcours politique. Je ne connais pas, moi personnellement, son parcours politique et sa force politique sur le terrain. Je vous dirai tout à l'heure. Oui. C'est votre arigot. Mais moi personnellement, il y a des noms que je pourrais proposer si j'étais un consultant du parti à la place de fils de Salifou. Et on peut lui trouver autre chose en attendant qu'il mûrisse. Est-ce qu'il n'a pas un bon mentor? Voilà, peut-être qu'il a bénéficié de l'ombre de son papa. Sinon, pour moi, on pouvait laisser ce fruit-là mûrir correctement avant de le positionner parce que c'est un risque. Avant de le jeter. Avant de le jeter, parce que là, c'est un risque qui est pris. C'est un risque qui est pris avec la présence de la FCBE dans la danse. C'est un gros risque que le parti prend en positionnant un jeune comme celui-là à ce niveau. Pour finir avec les positionnements, quand vous prenez ce qui s'est passé dans la 23e circonscription électorale où il y a Abomey, où Djagbenou a été ramené dans son fief natal, c'est-à-dire dans son milieu, dans sa ville natale. Or, pour les élections passées, il était positionné dans la 16e circonscription électorale à Cotonou. Ça veut dire que cela confirme davantage mon analyse de départ. C'est-à-dire, les positionnements n'ont pas seulement tenu compte des profils, mais également des résultats des élections passées. Puisque nous connaissons le score de l'UP dans la 16e circonscription électorale lors des élections de 2023. Donc aujourd'hui, le parti a tenu compte de cette réalité-là en ramenant Djagbenou à Abomey. On l'a fait quitter Cotonou pour Abomey parce qu'on sait que là, c'est sa ville natale. Peut-être qu'il sera beaucoup plus compris là-bas par rapport à Cotonou où les gens avaient beaucoup plus critiqué son parcours politique, surtout en tant que député et après président de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, on voit que ce qui se passe sur la scène politique dans la pratique contredit la théorie, c'est-à-dire les positionnements, pour conclure les positionnements. La pratique contredit la théorie que même ceux qui défendent la réforme du système partisan essaient d'exhiber à la face du monde. Djagbenou nous a dit ici que la finalité ou le but de la réforme, c'est d'avoir des partis d'envergure et d'ancrage national. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on ramène Djagbenou, on le fait quitter Cotonou pour sa ville natale, est-ce que c'est l'ancrage national? Quelque part, on tient compte du fils du terroir. Ça, là, c'est une réalité propre à la politique béninoise. Nous sommes encore loin où quelqu'un de Soava sera positionné dans la première circonscription électorale ou à Parakou. Non, quand même. Ça ne passera pas. Quel que soit ce qu'on dit. Et vous voyez également dans la 7e circonscription électorale avec le positionnement de Luc Latoko. On va en parler tout à l'heure. Je finis avec la 7e circonscription électorale qui était sous ma bête, avec un certain Oru Taku Eman qui a préféré son village natal qu'à son village paternel. Donc tout ça, c'est le fils du terroir qui est compté. Ce n'est pas un hasard. Donc c'est pour vous dire que il serait difficile chez nous ici, il me semble que c'est avec David qui a fait le débat ici sur le plateau, d'avoir des partis qui ne sont pas liés à des réalités, liés à des réalités régionalistes. Oui, il y a des réalités régionalistes qui apparaissent toujours dans la composition ou dans l'ancrage des partis politiques. Ça là, nous ne pouvons pas, pour le moment, à l'instant où nous sommes avec le développement de notre pays, on ne peut que faire avec. Donc, cette affaire de réforme pour avoir des partis à ancrage national, nous devons encore mettre de l'eau dans cette théorie-là parce que la théorie n'est pas confirmée par la pratique.
D'accord, la théorie n'est pas confirmée par la pratique. David, Edouard Adodé disait tout à l'heure que lui, à sa place, il aurait proposé, consultant qu'il serait, il aurait proposé quelqu'un d'autre à la place de Issa. Issa, c'est Issa Youssouf. Issa Youssouf, c'est 31 ans d'âge, major de sa promotion à Montaigne. Il a un bac, il va en France. Il fait un MBA, Management Business Administration. Il obtient sa licence, va à Massachusetts, à Boston, aux États-Unis. Deuxième université. Mais apparemment, son CV, prestigieuse, aussi prestigieuse que celle qu'a fait Romuald Ouadani. Et juste après ça, il est resté un moment en France, analyste data, avant maintenant d'être rappelé par le pays. Il sait la CIPI. Dans la Liborie, il a coordonné toute la zone, recruté le personnel, ce qu'il a mis en relation avec tous les acteurs locaux, installé tous les magasins qui rachètent les produits à envoyer vers la GIZ. Et donc, il a été au contact des acteurs locaux. Il a bossé avec eux, il a charbonné avec eux. Il est connu. Et mieux, après cela, il est retiré. On l'envoie maintenant au niveau de la direction générale de la coopération. Du ministère de l'économie et des finances. D'accord. Vous savez que c'est un ministère qui a été rajouté auquel on a rattaché la coopération. Et donc, voilà quelqu'un qui connaît les enjeux nationaux et bien sûr internationaux. Parce que là, il a appris à regarder au-delà des frontières béninoises. Et, je résume, ancrage local avec la CIPI, ancrage national, regard vers l'extérieur à travers la direction générale de la coopération. Et ce qu'il faut dire, il faut le départir. Tout ce que je dis, je parle à distance de son père. C'est un made self-made. Il est en train de se faire, il s'est construit son parcours. Et vous voyez, les rares fois où j'ai parlé avec son père, il n'a jamais appelé, il n'a jamais dit mon fils. Il dit Youssouf. Parce que le garçon a une certaine autonomie. Il a envie de se construire son propre chemin. Et si le parti l'a placé là, je dis c'est certainement sous recommandation de Ouadani, parce qu'il y a quelqu'un, son aîné qui est à côté, Labiou, qui est à Kandi. Il positionne maintenant Youssouf à Malanville, qui bénéficie naturellement de l'aura de son papa. D'accord. Son papa, c'est pas personne, c'est quand même un ancien candidat au présidentiel, arrivé, je crois, 4e et 5e, voilà. Oui. Et donc, ce monsieur, cette personnalité politique, lui apporte un plus. C'est sorti Issa Salifou du jeu politique sans mettre quelqu'un qui l'amènerait à mouiller le maillot, à toujours donner. Vous comprenez un peu? C'est stratégique. Donc, ce qu'ils ont fait. On doit voir ça dans ce sens-là. On voit ça dans ce sens-là. D'accord. Et donc, c'est comme un Orose Guéné Yakoubou à Kalari. Exactement. D'accord. Et donc, pour moi, c'est cela. Et pour finir, la première circonscription devait être fière que le plus jeune parlementaire, le futur plus jeune, oui, peut-être le futur plus jeune parlementaire. Il y a des suppléants. Il y a des suppléants plus jeunes. Non, pas de titulaires. Non, des suppléants qui peuvent s'agir. Et que le plus jeune puisse sortir de cette circonscription-là. Et donc, je parlais par rapport au positionnement. Contrairement au BR, le BR, c'est Dandakwe qui est tête de liste. Oui. Ça, c'est la jeunesse. Dandakwe, il a traîné avec Bako depuis le ministère des Affaires étrangères jusqu'à la mairie où, faute de résultats, il a été simplement bouté dehors et on a mis Guidami. Alors, que Bako, habitué à souvent faire la promotion des vieillards, puisse à un moment donné comprendre qu'il y a une relève qu'il faut forcément construire. Et
Dandakwe, c'est qui? Dandakwe n'a pas un chat à Malanville. C'est pour dire que. Ça veut dire quoi, il n'a pas un chat? Il n'y a pas d'électeur, il n'y a pas vraiment un vivier, il n'y a pas vraiment un Vous l'avez dit, un ancien maire. Un ancien maire. Et c'est un maire de quelle époque? Je ne vois pas son poids. Un maire de quelle époque? C'est pas les maires qui sont nommés par les partis, c'est des maires qui allaient au charbon, vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure. Je pense que c'est quand même trop difficile qu'il n'a pas un chat. Vous avez dit que c'est mon Mario. Oui. Je connais très bien cette circonscription électorale-là. Et je dis, le BR, avec Dandakwe en tête, ça aurait été un Guidami qui aurait eu des résultats. Parce que Guidami a changé aujourd'hui le visage de Malanville. Guidami s'est inscrit dans une nouvelle dynamique qui a rompu systématiquement avec l'ancien système. C'est ce qui, peut-être, lui a créé quelques frictions avec Bako. Et je reviens donc pour dire aussi que dans la première circonscription, nous avons les FCBE qui, avec Idrissou Bako, vont mettre sérieusement en difficulté l'UPR. Pourquoi? Non seulement la popularité de Idrissou Bako, mais à côté de ça, il y a beaucoup de démocrates qui ont vu l'impossibilité de se présenter et qui se sont liés vers les FCBE. Ce n'est pas dans la première circonscription. Non, j'ai dit, quand on va, on est dans la première circonscription. Quand, donc, on va voir ce trio, Youssouf, Labiou, Igouma, dont je n'avais pas parlé. Igouma, c'est Karim Maman. Youssouf, c'est Malanville et Labiou, c'est Kandi. À Karim Maman, Igouma était ancien premier adjoint au maire. Bien sûr. Quand il a même assuré l'intérim du maire lorsque Bello était avait des problèmes de santé. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui est toujours à la base. Il rentre toujours au village, rester là, régler les petits problèmes des populations, c'est pas toujours financier, c'est parfois des recommandations, tout ça, oui. Social, et donc, quand on voit ces trois-là, qui ont toutes les chances de passer, et qu'on lève la tête, on voit Idrissou Bako, on remet la tête, on dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc les FCBE, non seulement dans la première circonscription, mais aussi dans la 8e. Alors ça me permet de faire la transition pour parler, avant de venir au FCBE, pour parler de Luc Atropo, de Joseph Diogbenou, de Claudine Prudencio, qui ont été positionnés sur les listes UPR. Edouard Dodé le disait, Joseph Diogbenou a quitté Cotonou pour Abomey. Oui. Claudine Prudencio a été positionnée toujours à Godomé. Oui, oui. Sur le poste réservé aux femmes, même si elle refuse qu'on dise que c'est un bonus. Quelle est votre lecture? Oui, et Claudine Prudencio, c'est quand même une force politique là-bas à Godomé. Tout le monde le sait. Alors, elle a manqué d'aller siéger au Parlement à cause de son parti qui n'a pas obtenu les 10%. Oui. Et donc, cette dame-là qui, normalement, ne devait pas rater le Parlement, vu un peu la popularité qu'elle a à ce niveau-là, s'est retrouvée au banc de touche pour un certain nombre de temps. Oui. Aujourd'hui, je crois que pour la fidélité, surtout avec son ralliement tout dernièrement à l'UPR, je pense que c'est une prime à cette ouverture dont elle a fait preuve là. Et maintenant, pour Diogbenou, on parle de Cotonou, où il était candidat. C'est la ville capitale. C'est la grande métropole. Ouais. C'est là-bas que... C'est les intellectuels. Les intellectuels. Non, il ne peut pas... Donc, vu l'image de l'homme... C'est les intellectuels. C'est ce qui a d'abord bousillé même sa candidature. Oui, il est allé au champ d'oiseaux, il a voulu s'expliquer sur un concept qu'il avait sorti. Et ça l'a enterré. Donc, Cotonou, c'était vraiment pas un bon calcul politique de le laisser à Cotonou. Il fallait aller le déposer à Abomey. Là où les gens peuvent comprendre que c'est les corps qui mangent les maïs. Non, pas forcément. Non, c'est là. Là-bas, on peut comprendre que c'est les maïs. C'est les corps qui mangent, qui font corps. C'est ça qui a fait que là-bas, le maïs coûte cher. Ou bénéficier plutôt de la popularité de l'UPR dans la zone. Parce que c'est quand même la zone de Louis XIV. C'est la zone de Jida Sagon. C'est la ville de Amadanser. Oui. Et donc, ces personnes-là l'aideront forcément à attirer son épingle. C'est un peu comme si, voilà, on l'a amené, on allait présenter le fils du terroir aux populations.
Mituya. Et donc voilà un peu. Alors, et Luc Atropo, tête de liste, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Apparemment, David les bruits de couloir ont dit que c'était parti d'abord même pour 3e de liste. Il y a eu le 2e qui avait des problèmes de santé. Du coup, ça l'a fait grimper. Et au dernier moment, il a su faire les bonnes négociations, valoriser sa candidature. Et puis voilà, tiens, il prend maintenant la tête de liste à Cotonou. Il est très populaire. Oui. Il est très populaire. C'est le président de l'ANCB. C'est celui-là qui attire les regards sur la vitrine du pays qu'est Cotonou. Et donc, je pense qu'il ne devrait pas avoir de difficultés parce que, vous savez, un peu comme Inoussa Chabizime, c'est pas quelqu'un qui se mêle trop des intrigues politiques. Non. Il est toujours droit dans ses bottes, dans sa ligne, et puis il continue son chemin. Donc, je crois que ce calcul est tout à fait pertinent. Quand on vous dit un peu comment est-ce que la liste a été faite dans les 2 blocs, c'est un laboratoire qui a travaillé. C'est avec transparence. J'ai dit que le chef de l'État lui-même en personne était là, a veillé et a reçu les circonscriptions électorales, les communes, une à une. Avant même, pour les communales, demandez comment ça s'est passé. Dis-moi. Il a reçu tous les élus et tous les maires. Certains élus communaux même, les conseillers communaux qui étaient là-bas. Et c'est discussion ouverte. Vous avez un temps de parole et vous posez votre situation. Pourquoi telle personne est sur la liste? Pourquoi telle personne n'est pas? Et puis les débats étaient chauds. Ah oui. Il est arrivé même à un moment donné qu'il y a eu une autorité qui n'a pas voulu se calmer. On a menacé de le foutre à la porte. Ah oui. Ah oui. Parce que le débat était sérieux. Ils ont tenu à avoir du consensus. Comprendre les réels problèmes à la base pour choisir les personnes qui ne vont pas poser problème. Ah oui. Et donc, ça a été ces choix-là. Les choix ont été judicieux. Le plus possible, à la limite du pouvoir humain. Alors, là où il y a eu encore de choix, c'est chez les FCBE. Et j'avoue qu'avec l'entrée en scène des FCBE, ça ne risque pas d'être facile. Parce que je vous fais la caricature que j'ai. Lorsqu'on prend dans la première circonscription un certain Bako Idrissou qui pourra embrouiller les 4 à Malanville, Karimama et Kandi, on prend à Banikwara un certain Nansuno Rufin qui est là bien installé, et on remonte, on vient à Bembereke, il y a un certain Yaya Garba qui est là, maire, avec un rival comme Théophile Yarou de l'UP Le Renouveau, troisième sur la liste. On vient à Parakou où on a Amadou Issifou, Abouaka Yaya. Donc, et on peut en citer comme ça dans chacune des circonscriptions électorales des FCBE qui, malgré tout, on les voit comme le parti de l'opposition qui participe à ces élections. Et pour nos parents, c'est toujours le Cori de Yahi Boni. Encore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est le moment le plus regrettable pour les partis qui ont signé un accord avec FCBE. Je pense que quand ils vont s'asseoir et qu'ils vont analyser, ils vont s'arracher les cheveux. Parce que mon père et compagnie, ils sont venus pour foutre le bordel. Ils sont venus pour un métier. C'est pas forcément pour gagner, hein. Mais c'est pour mélanger, créer un rebelote en fait sur le terrain. Brouiller toutes les cartes. Vous allez voir. Ils vont briser des rêves. Ils vont briser des rêves. Moi, par exemple, quand je prends FCBE, spécialement dans la première, la 3e place, pour moi, est sérieusement en balotage. Est menacée. Ici, à Parakou. Je crains même que ils ne prennent deux. Au même titre que BR. Et que UP s'en sorte avec 1. Vous voyez, c'est vraiment terrible, FCBE. Allez plutôt maintenant dans la 4e. Oui, dans la 4e. Dans les 2 KP. Dans les 2 KP, vous savez, ça m'a permis de comprendre que la politique au Bénin, c'est bizarre. Ne jurez jamais. Faut jamais jurer. Vous avez plusieurs fois attiré mon attention dessus pour dire Paul Moupé pour être président. C'est aujourd'hui, au cours de ce débat-là, que je me rends compte que la politique, ce n'est pas de l'arithmétique. Non, du tout pas. Des effets de surprise
peuvent venir vous faire tomber de vos nuages. Et il y en aura certainement. Edouard Dodé, comment vous voyez la participation des FCBE à cette élection législative? Merci beaucoup, Bernard Sorokouma. Je crois que je n'irai pas vite en besogne par rapport à la participation du parti FCBE parce que pour le moment, j'attends de voir si les démocrates seront dans le jeu pour savoir qu'est-ce que le parti FCBE pourra faire concrètement sur le terrain. Parce que ces facteurs que vous avez évolués, vos différentes analyses, je suis loin de les accepter. Parce que dès que le parti et les démocrates entrent en jeu, cela diminue d'office la chance de la FCBE. Ça, c'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier dans les analyses. Mais jusqu'à présent, on a l'impression que le Parti démocrate n'est plus dans le jeu. Or, pour le moment, la Sénat n'a pas encore dit quelque chose. Donc, sur ça, je mets d'abord les gants sur. Mais, je sais que la présence de certains ténors de la FCBE en lice va beaucoup perturber les démocrates surtout quand on prenait par un coup avec un ancien maire, Aboubakar Yaya, et un ancien député, Amadou Issifou, qui a un tempérament pas loin de celui du maire actuel. Et il nous a salué aimer, parce que c'est un gars qui a une certaine fidélité à son parti politique et garde un esprit de neutralité dans le jeu politique. Donc, ça peut bousculer les pions dans la 8e circonscription. Et il ne faut pas l'oublier, il y a une rage, une vengeance. Oui, vengeance parce que il n'a pas encore fini de digérer la pète de la mairie parce que c'était inattendu. Aboubakar Yaya, souvenez-vous, était venu avec une certaine rage pour voir clair dans les élections. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour le parti de refaire les choses. Donc, je crois que nous devons d'abord attendre la fin la semaine prochaine pour voir ce que la Sénat dira par rapport aux différentes listes qui lui sont proposées avant de savoir quelles sont les réelles chances du parti FCBE. Je remonte sur la question de Luc Atropo, Joseph Diabueno et Claudine Prudentieux. Avant cela, je suis un peu déçu par la démonstration faite tout à l'heure par David. Non, vous ne pouvez pas être déçu. Non, je fais votre démonstration. Non, je suis déçu parce que moi j'ai donné le bien. Non, votre démonstration. Vous n'avez pas être déçu. Non, la démonstration, je suis déçu parce que je vous vois beaucoup plus dans un rôle de communicant politique que d'analyste politique. Excusez-moi beaucoup pour cette appréciation que je fais. Quand vous associez, quand vous avez présenté le parcours de Youssouf Issa, je m'attendais à ce que vous me parlez des éléments politiques. Mais vous avez parlé beaucoup plus des éléments techniques. Et je suis peiné. Non, laissez-moi finir. Je suis peiné. Et c'est là où se trouve ma déception. Lorsque on associe des réalisations techniques à des arguments politiques, je suis déçu. Je vous crois. Laissez-moi finir. Permettez-moi de répondre. Je finis et je vous laisse la parole avant de revenir sur le cas Prudentieux et Atropo. Youssouf a eu un parcours purement technique. Et vous avez dit, à cause de son intervention en tant que représentant de la CIPI dans la Liborie, il a une proximité avec les acteurs. Cette proximité, pour moi, c'est une proximité purement technique. Ça n'a pas de lien avec la politique. C'est grave ce que vous dites là. On ne peut pas utiliser des éléments techniques, des outils de développement à des fins politiques. Mais c'est quoi la politique? La politique, c'est là de gérer l'activité. Donc la politique mène au développement. Alors, si aujourd'hui je suis en contact avec la base, ça me donne. Je suis en contact avec la base. Oui, et c'est cette base qui doit ce qui fait le Takou Eman. C'est un politicien. On l'avait vu aller financer. Non, il a pris des actions politiques. Aller financer des actions politiques. Je reviens pour vous répondre. On ne va pas s'éloigner. On ne va pas poser des actions techniques et politiques. On ne va pas s'éloigner. Non, il y en a plein. Moi, je vous montre qu'en fait, c'est quoi? Oui. Le contact avec la base. Le contact avec les artisans, les agriculteurs, avec les élus locaux, parce qu'ils sont dans la chaîne de contact. Ça fait que le monsieur s'il dit aujourd'hui, si je reviens sur le terrain et je dis, moi, que vous connaissez, qui est charbonné avec vous, qui est mangé avec vous, aujourd'hui j'ai envie de me présenter en tant que candidat. Et j'ai ajouté quelque chose. J'ai dit, prime à cela, la popularité de son papa.
Mais après tout, avant tout, j'ai dit, il hérite de l'héritage. Je suis d'accord avec vous. Parlez-moi de son héritage politique que de parler de ce que... J'ai parlé de ce qui pourrait l'arranger s'il se présentait. Il a une base déjà. Mon cher David, oui. Les actions techniques, lorsque vous êtes un cas technique, ne peut pas être une plus-value. C'est pas quelque chose qui arrive. Ça peut être une échelle pour une ascension politique. Écoutez-moi, c'est comme si aujourd'hui, le directeur général de l'ANPE, vous savez que c'est un monsieur qui a fait beaucoup dans l'emploi des jeunes. Oui. C'est comme si se présente sur le terrain pour dire, bon, vous savez, c'est grâce à moi que vos jeunes, vos enfants... Ce n'est forcément pas la même chose. Non, c'est ça. Ne voit forcément pas ce... Non, bon, on peut dire que c'est grâce à lui que certains jeunes ont trouvé affaire. Oui. S'il va sur le terrain avec cet argument, je pense que c'est une usurpation. Et c'est la même chose avec la CIPI. La CIPI, c'est une société qui a été créée pour le développement. Et ce que la CIPI la politique, c'est quoi? Non, ce que la CIPI a réalisé, oui, ce n'est pas... Répondez-moi, quel est l'objectif de la politique? Ce n'est pas Youssouf qui a réalisé ce que la CIPI a réalisé. Il a été un acteur. Non. Il a été au contact. Aujourd'hui, il dit, j'ai envie d'être candidat. Mais c'est une échelle, c'est la courte échelle pour lui. Nous allons évoluer. Quand vous prenez, par exemple, nous venons dans la 7e circonscription électorale, quand vous prenez Eman Oroutakou, il ne s'est pas arrêté sur son profil technique. Sur le terrain, il a posé des actions depuis politiques. Quelques années en arrière. Et lorsqu'il est arrivé, il a même inquiété des acteurs politiques qui étaient là. Parce qu'il a commencé par poser des pas politiques. Oui. Des actions politiques, je suis d'accord. Je suis d'accord que Youssouf bénéficie de l'héritage politique de son père. Mais en matière d'action politique, il est encore à la maternelle. Mais écoutez, les vacances UPR, je vous en prie, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été son idée, Il a coordonné cela. C'est le père qu'on a vu. D'accord. C'est le père qu'on a vu. Mais vous n'avez pas vu des images où il s'est entretenu avec les jeunes. Vous n'avez pas vu des photos avec eux. Il a été tout le temps avec eux. D'accord. Monsieur Edouard, la parole. Oui, je voudrais... Non, avant qu'on évolue. Oui. Je voudrais que cela soit compris par tous, non seulement par nos internautes. Oui. Quand on invite deux personnes sur un plateau, c'est pas souci d'équilibre que vous dites. Edouard a une tendance à supporter ou à porter la voix des opprimés, de l'opposition. Pas forcément. Non, peut-être. J'ai apprécié les actions. Et peut-être vous dites que moi, j'ai peut-être tendance à être d'accord avec la ligne de Patrice dans le débat. Non, c'est une analyse. C'est une analyse on fait et l'analyse peut être en faveur ou en défaveur. Oui, c'est ça. Oui. Ce que je dis, j'avais la parole. C'était pour toute parole. Non. J'avais voulu baisser. Oui, non, c'est déjà baissé. Je pense que c'est le rôle de Madame sur le plateau. Non, c'est déjà baissé. Si je suis bien à l'aise dans le débat, je préfère dire David Kaba, les esprits se calment. Un instant, les esprits se calment et nous allons relancer Edouard Dodé par rapport au positionnement de Jacques Benou, Lucas Topo et Claudine Prudentieux. Oui, je pense que c'est des choix stratégiques. David a fait une très belle démonstration qui, surtout par rapport à Jacques Benou, Lucas Topo. Mais n'oublions pas que Lucas Topo est venu comme il est de son habitude. D'ailleurs, il est un faiseur de roi. Je ne pense pas qu'il soit positionné pour siéger. Parce que quand je vois son suppléant, Loco Michel, un artiste qui est très bien connu à Cotonou, c'est un artiste de la musique traditionnelle très bien connu, Alec Péraou, qui est son suppléant direct de Lucas Topo, je pense qu'il est venu pour lui faire la place. Puisque il a été déjà candidat en 2019, si je ne me trompe, dans la 23e circonscription, mais qui n'a pas marché en ce moment, ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, il revient à Cotonou où il est resté d'abord le clé de sa vie. C'est là qu'il est resté tout le temps. Il est resté à Zobo, il est bien connu dans cette zone de Cotonou. Je pense que les deux ensemble, puisque quand on met les deux ensemble, c'est déjà une force pour l'UP dans la 7e circonscription électorale. Donc, ça fait bien pour le parti. Et c'est en cela que j'aime le maire l'ancien maire de Boycon et l'actuel maire de Cotonou. Il arrive toujours à mettre son profil, son aura en jeu au profit de son parti politique
et au profit de ses suppléants. Et c'est ce qui s'annonce également. Et je pense que ça ne va pas rater. Ce ne serait pas comme ce qui s'est passé en 2023 avec Djogbenou, parce que cette fois-ci, c'est des personnalités qui affichent une certaine neutralité politique, une neutralité par rapport à des décisions politiques et qui favorisent le parti politique. Là où je ne suis pas content, c'est le positionnement de Claudine Prudencio. Là, je ne suis pas satisfait. Parce que c'est un peu comme ce qui s'est passé avec les dissidents du parti Les Démocrates, qui étaient aussitôt recasés au niveau des deux partis, les deux grands partis de la mouvance. Je vois que, pour moi, c'est de l'injustice. Intégrer. Je suis d'accord qu'on intègre on en parlera justement tout à l'heure. Voilà. Avec Claudine. Voilà. Donc, c'est à cause de Claudine que je fais ce tangement vers les autres, puisque c'est pratiquement les mêmes situations. Il y en a qui mouillaient le maillot depuis longtemps, mais qu'on a laissé sur le carreau, et c'est les ouvriers de la V5e qui sont bien lotis. Quand c'est comme ça, je vois que la transparence dont on parlait tout à l'heure, et David, pose problème. Certes, il y a des soupçons de transparence dans la confession des listes, mais quelque part, on voit également des forcings qui, pour moi, qui frisent de l'injustice, et qui pourraient accentuer la frustration au sein de la mouvance. D'accord. Alors, des démissionnaires du parti, les démocrates, Edouard Kaba Edouard a donné... On est habitué au plateau que Edouard a donné, le disait tout à l'heure, des démissionnaires du parti, les démocrates, à l'ombre du baobab et d'autres en tête de peloton sur les chevaux cabrés. Quelle lecture vous en faites, vous? Non, moi je pense que c'est simplement une récompense politique. À quoi? Mais pour tout ce qu'ils ont fait, pour faciliter d'abord la révision de cette constitution-là, je pense que, pour moi, fondamentalement, c'est là qu'il faut que le régime, quand on se met dans la posture d'un homme politique, c'est là que le régime se doit de les remercier. Heureusement qu'ils n'ont pas été mis tête de liste. Je crois que, à part la femme qui a gardé la place titulaire pour les postes réservés aux femmes, il y a que Sodjenou est deuxième. Tous les quatre autres aussi sont deuxièmes et sur les listes où ils ont été positionnés. Alors, je dis, ce n'est pas des ouvriers de la 25e heure. Ah bon? Dans une certaine mesure, oui, mais pour l'acte qu'ils ont posé au profit de leur formation, de la formation politique qu'ils ont rejoint, je pense que ça a toute son importance. Enfin, leur positionnement a toute son importance. C'est-à-dire, c'est une forme de remerciement, très clairement. Et il ne faut pas être hypocrite de le dire. Comme quelqu'un le dit, écoute, si ta femme te trompe, est-ce qu'il faut t'en prendre au monsieur? Non. Donc, on ne va pas s'en prendre, comment on appelle, à Patrice Talon, parce que Sodjenou a quitté les démocrates. Sodjenou, c'est la femme, le démocrate. Et chose là. Il ne parle pas des démocrates, il parle des militants qui étaient là depuis 2016, depuis 2000. Je dis, ils doivent en fait pouvoir comprendre ça, vu ce à quoi ces démissionnaires ont participé pour qu'aujourd'hui une idée phare issue de leur parti puisse être mise en œuvre. Donc pour moi, je pense que c'est simplement une récompense politique et il n'y a rien de mal à cela. C'est bien mérité. C'est bien mérité. N'en déplaise à ceux qui sont relégués au sincèrement. Oui, merci beaucoup David pour cette démonstration qui me renforce davantage et qui me donne raison par rapport à toutes les émissions qu'on a eu à faire par rapport à ce sujet-là. Parce que aujourd'hui, les démocrates ou ceux qui voyaient que les démocrates étaient victimes d'une impréparation ou étaient victimes d'une mauvaise organisation à l'interne, aujourd'hui tout est clair. On sait que c'est parce qu'il y a des promesses ailleurs. On sait que c'est parce que des forces extérieures ont déstabilisé le parti. Et aujourd'hui, Sodjenou ne peut pas dire que c'est à cause de Éric Rouneté qui menait ce combat-là. Aujourd'hui, tout est clair. C'était un alibi de dire que c'est à cause de Éric Rouneté qui n'a pas été positionné président et comme candidat du duo des démocrates qui l'a mené ce combat. Aujourd'hui, tout est clair. Pourtant, tout est clair. Le GSR a dit ça. Et Guédou. Guédou est parti se présenter aux élections législatives. Mais Guédou a son parti. MLP a rejoint le Pierre. Pourquoi? La guerre des logos.
le GSR a été encore, Redou a été encore plus précis en disant que le problème, ce sont les Wai de Boni Yahi qui se laissent diriger par un griffe, je vais utiliser ces expressions, par des jeunes, et on sait qui, c'est qui ces jeunes-là, ils les ont nommés. Et donc, des gens ont essayé de lobotomiser le vieux Yahi et lui inculquer des choses contre nature dans la tête. Il fait des choix qui ne sont pas judicieux. Le parti était mal géré. Toutes les bouches l'ont dit. D'accord. Bon, je continue mon développement pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui savent observer voient clairement que le problème de honnêteté qui a été évoqué par Sodino en son temps, c'était juste un alibi. Aujourd'hui, les vraies raisons sont là. J'aurais souhaité que le pouvoir ou les partis qui soutiennent le parti Salon fassent un peu comme ce qui a été fait à Théophile Yarou dans la 7e circonscription électorale. Ce n'est pas juste après qu'il a fait son entrée dans le parti UPR qu'il a été récompensé. Ouais. Il a mouillé le maillot en 2023 pour ceux qui sont là aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et personne n'a rien à dire aujourd'hui à son positionnement. C'est mérité. Mais ce qui se passe avec les 6 dissidents qu'on retrouve aujourd'hui à l'ombre du Baobab ou sur les chevaux cabrés, je pense bien que ça frise de l'immoralité politique. Et comme ça, c'est d'abord c'est pour se préserver le parti ou les grands partis de la mouvance que dans la révision de la Constitution, il est bien dit que lorsque un député démissionne de son parti politique, il perd son siège. Parce qu'on sait que ceux qui sont venus de cette manière, à tout moment, peuvent reprendre le même coup. Donc, à ce point-là. Et pour finir, ce calcul, ce positionnement pourrait jouer contre les partis de la mouvance. Je ne le souhaite pas. Parce que les populations pourront voir clairement que ce qui s'est passé avec les démocrates, ça a été en réalité de la taquinerie pure et simple. Même si il y a de la mauvaise, il y a une mauvaise gestion au sein du parti, c'est une mauvaise gestion propre à tous les partis politiques. Parce que quelque part, il faut un peu d'autorité pour mettre les choses en ordre. C'est ce que les gens n'ont pas voulu accepter au sein du parti démocrate, peut-être. Sinon, je crois que dans l'ensemble, merci beaucoup. Pour conclure la question, dans l'ensemble, les positionnements au niveau du PR et de l'UPR, c'est des positionnements qui ont tenu compte des résultats de 2023. Donc, je crois un travail technique a été fait, mais par la suite, il y a eu des pions politiques qui sont positionnés qui risquent de faire mal à ces partis politiques. D'accord, qui risquent de faire mal à ces partis politiques. L'autre dont on ne parle pas, c'est les démocrates. Et leur liste est restée comme un trésor caché jusque-là. On a vu les listes de UPR, BR, les FCBE, mais jusque-là, on n'a pas la liste des démocrates. Qu'est-ce qui nous prépare, ces démocrates, pour les législatives? Pourquoi leur liste est introuvable depuis que le dépôt des dossiers a été fait? À quoi devons-nous nous attendre? Avec cette avalanche de démissions, avant-hier encore, un vice-président démissionnaire du parti des démocrates. Vous pensez que c'est facile de pouvoir remplir toutes les conditions? Donc, il faut repartir chercher les critiques pour vous, ils n'ont pas encore, leur dossier n'est pas au complet. Peut-être. Sinon, ça fait quoi si c'est déjà au complet de publier? Encore qu'il y avait de sérieux soucis. Il y a un des Bassangari, les jumeaux, qui est positionné dans les DKP, et l'autre qui a été parachuté à Calavi. Les militants ont commencé à faire du bruit. Oui. Vous êtes jumeaux. Positionné. Un divisé. Dites ça mais c'est ce que vous voulez, des partis d'ancrage national. Dites ça à Edouard. C'est ça même l'objectif de la réforme. C'est pour dire, oui, justement, et nous y sommes. C'est ceux-là qui respectent et nous y sommes. Et donc, non, moi je parle des critiques au sein du parti. Pour moi, ça n'a rien d'anormal. Parce qu'on est en train de parler d'un ancrage national. Ce à quoi nous sommes en train d'arriver. Même si vous le niez. Ce qui est là-bas, ce qui est dit de l'autre côté. Et donc, il y a déjà des contestations autour des positionnements. Et quand nous savons que pour les communales, des gens ont menacé de retirer leur dossier, pour cela, on peut comprendre qu'il y a de sérieux soucis. Deux, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, les gens ont déjà vu le naufrage au niveau du parti
les démocrates. Et se sont empressés d'aller s'aligner sur les listes de FCBE. Oui. Et donc, du coup, logiquement, leur liste est dans un brouillard. On ne comprend absolument rien de tout ce qui est fait, de ce qui a été fait là. Et donc, mieux, quand moi je ne parle pas depuis qu'on est en train de parler des possibilités de remporter des sièges, moi je n'ai pas évoqué les LD. Pourquoi? On leur demande d'avoir 20%. Parce qu'ils n'ont pas fait d'accord de gouvernance avec quelqu'un. Oui. Même pas avec MPL, même pas avec GSR. Qui ont pris tout le temps nécessaire pour déballer des choses aujourd'hui. Vous savez, je déduis que le parti des démocrates a une assurance arrogante. C'est le parti du peuple. Alors, tous les autres micro-partis doivent subir leur dictat. Est-ce que c'est pas c'est pas libre à eux de décider d'aller en alliance avec qui ou avec tel ou tel? Libre à eux, mais de ne pas le faire. D'accord. Quand on a créé une plateforme des partis d'opposition, une coalition des partis d'opposition, qui a rassemblé MLP, GSR et d'autres partis, c'était quoi alors l'objectif? C'était quoi l'objectif, concrètement? Si aujourd'hui, on retrouve ces mêmes partis-là, l'un qui s'est fondu dans l'UPR et l'autre qui est en train d'aller aussi pour les législatives, on connaît Guédou, on connaît l'admiration qu'il a pour Boni Yayi. Et il n'a eu de cesse de le dire, même dans son entretien. Et donc, il y a un problème de fierté, de suffisance au niveau de LD, qui aujourd'hui est le talon d'Achille. Donc, moi, je ne parle pas de LD, parce que les 20%, pour moi, restent, qui ne pourront pas les avoir. C'est quasi impossible pour eux de pouvoir remplir ces 20%. Edouard Dodé, les LD, qu'est-ce qui explique ce silence quant à leur liste pour les législatives? Je crois que c'est un silence stratégique. Quand bien même on aurait souhaité que les listes soient exhibées plutôt comme tout le monde pour qu'on puisse voir qui veut faire quoi. Pourquoi cacher encore des listes? Donc je pense que c'est stratégique parce qu'on sait que depuis un bon moment, le parti subit des pressions, puisque tout à l'heure je l'ai démontré avec le repositionnement de ceux qui sont partis. Oui. Donc, c'est pour se mettre à l'abri d'autres pressions tout simplement. On attend que tout soit clair avant de sortir la liste, certainement. Mais je pense que quelque part, ça cache également de malaise. Parce que si déjà les listes sont confectionnées de manière démocratique, rien ne devrait empêcher la publication de la liste. Donc, quelque part, il y a un problème qui se passe au sein du parti. Et ce problème n'a pas commencé avec les législatives. C'est depuis les élections. Depuis le positionnement pour les élections, présidentielles. Donc, c'est le même problème qui sont en train de traîner jusque-là. Donc, les voir dans la compétition, pour moi, serait un miracle. D'ailleurs, parce que je me demande si, effectivement, le parti a réussi à exorciser ces démons qui sont dans la maison et qui trouvent la maison depuis un bon moment. Donc, c'est quand on aurait fini avec ces démons. C'est-à-dire que ceux qui veulent partir puissent partir totalement et qu'on puisse voir qui sont vraiment les vrais démocrates. C'est à partir du moment que le parti peut reprendre son souffle et une nouvelle marche. Mais quant à ce qui concerne leur chance par rapport aux 20%, je crois qu'ils sont dans une autre stratégie. Ce n'est pas d'avoir forcément les 20%. Parce que lorsque les démocrates vont réussir à bloquer une circonscription électorale, le principe des 20% tombe naturellement. Ça tombe naturellement parce qu'aucun parti politique. Non, je ne vais pas regarder à citer des circonscriptions. Si on se réfère aux élections de 2023, je pense qu'il y a des circonscriptions qui sont favorables aux démocrates. Et s'ils sont dans le jeu, ces circonscriptions pourraient encore accorder la chance aux démocrates. Et lorsque le parti réussirait à bloquer une circonscription ou quelques circonscriptions électorales et empêcherait les partis en alliance d'avoir 20%, je pense que le principe, l'élection des 20% tombe. Et ce qui fait que les démocrates, comme les autres partis,
peuvent siéger si éventuellement cette hypothèse se confirme. Mais avant cela, il faut que d'abord que leur liste soit acceptée au niveau de la Sénat. Oui. C'est là la grande question d'abord. Si la liste ne passe pas au niveau de la Sénat, le reste, ce n'est que rêve. Voilà. Merci beaucoup, chers amis, Edouard Dodé, David Kaba. Merci d'avoir répondu une fois encore à ce plateau. Mesdames et messieurs, merci pour ces analyses que vous nous offrez tous les jours, chaque semaine ici sur Déballage. Les législatives de 2026 s'annoncent déjà comme l'une des batailles politiques les plus stratégiques de la dernière décennie. Entre renouvellement, repositionnement et disparition de certaines figures, les électeurs auront beaucoup à observer. Merci à vous qui avez choisi Dabarou TV. Merci à vous qui êtes fidèles à cette émission Déballage. Très bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.